Quel secret se cache entre les pierres tombales d'un cimetière sur le point de bouleverser à jamais le destin de deux âmes égarées dans les ombres de Saint-Antoine de Provence, où les murmures du passé se mêlent à des promesses inachevées? Un riche entrepreneur aux yeux bleus comme l'océan contemple la tombe de sa femme, sans se douter qu'une simple fleur sauvage fera tomber le mur qu'il a érigé autour de son cœur. C'est là, dans cette scène silencieuse et empreinte de douleur, que tout commence. Et si vous étiez témoin d'un amour qui renaît là où tout semblait perdu, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, laissez un petit si cette histoire vous touche dès les premières lignes. Et abonnez-vous pour ne pas manquer ce que la suite vous réserve. Pendant ce temps, parmi les sentiers oubliés, une jardinière aux yeux verts et d'origine modeste laisse son empreinte sur une terre qui n'est pas la sienne. À son cou, un collier ancien, simple mais chargé d'histoire, porte en lui des vérités capables d'unir ou de briser à jamais deux mondes séparés par la fortune, mais réunis par leur perte. Car parfois, dans le jardin le plus négligé, fleurit l'espoir le plus pur. Et une fleur déposée avec compassion peut devenir la graine d'un amour inattendu. Un amour qui, comme la nature, ne demande qu'à éclore. La brume s'accrochait aux pierres tombales comme un voile de tristesse, tandis que Sophie Dubois s'agenouillait devant une tombe abandonnée. Ses mains calleuses par le travail de la terre laissèrent doucement tomber un camélia blanc sur le marbre grisâtre. Personne d'autre ne visitait ce coin oublié du cimetière municipal de Saint-Germain-en-Laye, mais elle trouvait la paix parmi les morts que personne ne se souvenait. « Pour que tu saches que quelqu'un pense à toi », murmura-t-elle, caressant la pierre tombale avec la même tendresse qu'elle consacrait à ses plantes. Le silence de l'aube fut rompu par le bruit d'un moteur puissant. Une Audi noire traversa l'entrée principale du cimetière, brisant la quiétude du lieu sacré. Sophie se recroquevilla instinctivement, se cachant derrière un ange de pierre. Elle n'aimait pas croiser qui que ce soit pendant ses visites matinales. De la voiture descendit un homme qui semblait fait de lignes dures et d'angles parfaits, costume sombre impeccable, posture qui trahissait le pouvoir, et un visage si contrôlé qu'il semblait taillé dans la même pierre que les statues qui l'entouraient. Antoine Moreau, l'homme d'affaires le plus puissant de la région, marchait d'un pas mesuré entre les tombes, tenant une unique rose rouge. Sophie retint sa respiration. Tout le monde à Saint-Germain connaissait l'histoire. Le millionnaire avait perdu sa femme il y avait exactement 1 an. Un accident qui avait mis fin à la vie de la femme et, disait-on, aussi à l'âme de l'homme. Elle observa en silence comment il s'arrêtait devant une tombe majestueuse, ornée de marbre italien et d'anges gardiens. La différence entre cette sépulture et celle qu'elle visitait était un rappel cruel des distances qui séparaient leur monde. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. L'homme resta immobile, regardant fixement la pierre tombale de sa femme. Sophie suivit son regard et remarqua ce qui avait capté son attention. Sur la tombe reposait une petite fleur sauvage qu'il n'avait manifestement pas placé là. Le visage du millionnaire changea. Pendant un instant, le masque de contrôle parfait se brisa, révélant un mélange de confusion et quelque chose de plus, de l'espoir. Il regarda autour de lui, ses yeux bleus scrutant le cimetière comme un faucon. Pendant un moment, ses yeux se posèrent exactement là où elle était cachée. Sophie se recroquevilla encore plus, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Quand elle osa enfin regarder à nouveau, l'homme avait laissé sa rose à côté de la fleur sauvage et retournait à sa voiture d'un pas plus rapide, moins contrôlé. Ce n'est que lorsque le bruit du moteur se perdit dans la distance que Sophie se permit de respirer à nouveau. La curiosité la poussa à s'approcher de l'élégante tombe. « Claire Moreau, épouse bien-aimée et lumière éternelle », disait l'inscription dorée. « Elle devait être très aimée », murmura Sophie, sentant un nœud dans la gorge en pensant à toutes les tombes oubliées qu'elle visitait chaque semaine. Le vent déplaça doucement les pétales de la rose rouge, comme si la défunte répondait à ses paroles. Si vous aimez déjà cette histoire, laissez-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous lisez cette histoire d'amour qui ne fait que commencer. Ce soir-là, en préparant la soupe au vermicelle pour sa tante Mathilde, dans la petite cuisine de sa maison en périphérie de Saint-Germain, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser au visage du millionnaire. Elle avait vu quelque chose en lui que les magazines à potins et les rumeurs du village ne mentionnaient jamais, une vulnérabilité pure, nue et douloureuse. « Tu es bien silencieuse, ma petite, » dit tante Mathilde, ajustant ses lunettes pour mieux la regarder. « S'est-il passé quelque chose au cimetière ?»« Rien d'important, tante, » répondit Sophie, remuant la soupe avec plus d'énergie que nécessaire. « J'ai juste vu quelqu'un qui visitait sa femme. »« Monsieur Moreau ?» demanda la vieille dame avec une perspicacité qui surprenait toujours Sophie. « C'est le seul qui va si tôt. » Sophie acquiesça, surprise. « Comment le sais-tu » La vieille dame sourit tristement. « J'ai travaillé dans cette maison pendant plus de 20 ans, avant ta naissance. Je connais bien ses habitudes. Il a toujours été un homme aux routines strictes. » Quelque chose dans le ton de sa tante éveilla la curiosité de Sophie, mais avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, elles entendirent frapper à la porte. C'était Aurélie, sa meilleure amie depuis l'enfance, tenant un tas de tissus colorés. « J'ai obtenu une grande commande pour l'atelier.
s'exclama la jeune couturière avec enthousiasme. « J'ai besoin de ton aide pour finir ces robes avant la fin de la semaine. » La vie de Sophie se déroulait ainsi, entre le petit jardin qu'elle entretenait dans l'arrière-cour, les visites au cimetière où elle travaillait comme jardinière bénévole, et en aidant son amie avec les broderies pour son entreprise de couture. Une existence modeste mais tranquille, soigneusement construite après que son père les ait abandonnés et que sa mère soit morte, la laissant seule avec tante Mathilde. Le lendemain matin, Sophie retourna au cimetière avec un objectif différent. Cette fois, elle portait un petit gardénia pour la tombe de Madame Moreau. Elle ne savait pas pourquoi elle ressentait ce besoin, peut-être par solidarité avec la douleur qu'elle avait vue dans les yeux du millionnaire, ou peut-être parce que personne ne devrait avoir seulement une rose en sa mémoire. Alors qu'elle s'approchait de la tombe, son cœur fit un bond. Là, agenouillé devant la pierre tombale, il était de nouveau en dehors de son horaire habituel. Sophie s'arrêta net, le gardénia tremblant dans sa main. Elle voulut reculer, mais il était trop tard. Il avait senti sa présence et leva les yeux. Ses yeux bleus, intenses comme l'océan que Sophie n'avait vu qu'en photo, se fixèrent dans les siens. Le temps sembla s'arrêter tandis que le vent jouait avec quelques mèches rebelles de ses cheveux châtains. « C'était vous » demanda-t-il d'une voix profonde, rauque par le manque d'usage, ou peut-être par l'émotion contenue. « Vous avez laissé la fleur ?» Ses yeux bleus, intenses comme l'océan que Sophie n'avait vu qu'en photo, se fixèrent dans les siens. Le temps sembla s'arrêter, tandis que le vent jouait avec quelques mèches rebelles de ses cheveux châtains. « C'était vous ?» demanda-t-il d'une voix profonde, rauque par le manque d'usage ou peut-être par l'émotion contenue. « Vous avez laissé la fleur ?» Sophie Dubois avait toujours été invisible. Elle le préférait ainsi. À 28 ans, elle avait appris que passer inaperçue était une forme de protection. Ses yeux verts émeraude, héritage d'une grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, regardèrent toujours vers le bas quand elle marchait sur les rues pavées de Saint-Germain-en-Laye, comme si elle étudiait la carte de son destin dans les pierres centenaires. Ses cheveux châtain clair, toujours attachés en une simple tresse, et sa silhouette élancée mais forte par le travail physique, n'attiraient pas particulièrement l'attention. Seules ses mains trahissaient sa passion. Ongles courts, avec des restes permanents de terre sous eux, petites cicatrices d'épines et callosités de qui a passé sa vie à communiquer avec la nature. « Oui, répondit-elle finalement, tenant le gardénia comme un fragile bouclier. J'ai pensé qu'elle méritait plus d'une fleur. » Antoine Moreau se leva lentement. Le costume sombre qu'il portait coûtait probablement plus que tout ce que Sophie possédait, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui trahissait l'homme puissant. Une légère inclinaison des épaules, comme s'il portait un poids invisible. À 35 ans, l'homme d'affaires était la personnification du succès matériel. Les magazines le décrivaient comme le roi de l'hôtellerie de luxe, propriétaire d'une chaîne de resorts exclusifs qui s'étendait dans toute la France et une partie de l'Europe. Son visage anguleux, sa mâchoire ferme et le perpétuel léger froncement de sourcils avaient fait la une des magazines économiques et des émissions de télévision. « Pourquoi ?» demanda-t-il, et la simplicité de la question contrastait avec la complexité que Sophie percevait derrière. « Parce que personne ne devrait être seul avec sa douleur, » répondit-elle, surprise par sa propre audace. « Pas même vous, monsieur Moreau. » Quelque chose changea dans ses yeux, un éclair, une reconnaissance, une fissure dans le mur parfait. « Vous travaillez ici. » Son regard parcourut l'uniforme simple de Sophie, une salopette verte usée avec le logo de la municipalité. « Je suis jardinière bénévole, 3 jours par semaine. » Et les autres jours? La question la prit par surprise. Pourquoi un millionnaire se souciait-il de ce qu'elle faisait le reste de la semaine? « Je m'occupe de mon jardin. J'aide mon ami avec son atelier de couture. Je prends soin de ma tante, » répondit-elle, récitant sa vie comme si elle énumérait les ingrédients d'une recette simple. Antoine hocha lentement la tête, comme s'il traitait une information précieuse. Puis, avec un geste qui semblait étudié, il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Mon jardin a besoin de quelqu'un qui le comprenne, » dit-il d'une voix neutre professionnelle. « Si vous êtes intéressé par un travail mieux rémunéré que le bénévolat. » Sophie regarda la carte comme si c'était un objet extraterrestre, élégante, minimaliste, avec seulement un nom et un numéro. « Je ne cherche pas de travail, monsieur Moreau, » répondit-elle, bien que le loyer en retard et les médicaments de sa tante disaient le contraire. « Je suis bien comme ça. » Quelque chose ressemblant à de la surprise traversa le visage de l'homme. Il n'était clairement pas habitué au refus. « La jardinière que j'avais a pris sa retraite ?» continua-t-il, comme si elle n'avait pas parlé. « Et le jardin était important pour ma femme. » La mention de Claire changea quelque chose dans l'atmosphère. Sophie regarda la pierre tombale, puis le gardénia dans sa main, et finalement les yeux bleus qui semblaient plus humains maintenant. « Réfléchissez-y, » ajouta-t-il, se retournant pour partir. Avant de s'éloigner, il ajouta sans la regarder, « La fleur que vous avez laissée était sa préférée, les campanules sauvages. Comment l'avez-vous su ?» Mais il n'attendit pas de réponse. À grandes enjambées, il retourna à sa voiture, laissant Sophie avec le gardénia encore dans sa main, la carte dans l'autre, et une étrange sensation
qu'elle venait de franchir un seuil invisible. Ce soir-là, dans la petite salle à manger de sa maison, Sophie raconta tout à Aurélie pendant qu'elle l'aidait à broder une robe de 15 ans. « Tu plaisantes ?» s'exclama la couturière, se piquant accidentellement avec l'aiguille. « Antoine Moreau, le même qui apparaît dans les magazines avec des mannequins et des actrices, il t'a offert un travail comme ça, de nulle part. » « Ce n'était pas de nulle part, » corrigea Sophie. « C'était parce que j'ai laissé une fleur sur la tombe de sa femme. »« Oh, ma chérie !» Aurélie laissa le tissu et la regarda sérieusement. « Fais attention, les hommes comme lui ne s'intéressent pas aux femmes comme nous, à moins qu'ils ne veuillent quelque chose. Et ce quelque chose n'est jamais ce qu'on espère. »« Il ne s'est pas intéressé à moi, » protesta Sophie, sentant la chaleur monter à ses joues. « Il veut juste une jardinière. »« Bien sûr. Et moi, je veux juste un prince qui me sauve, » plaisanta Aurélie. « Écoute-moi bien, homme riche n'est pas solution, c'est défi. Et un que généralement nous, les pauvres, perdons. » Sophie garda le silence. La carte brûlait dans la poche de sa salopette comme un secret coupable. Cette nuit-là, en arrosant les plantes de son petit jardin arrière, elle réfléchit à l'offre. L'argent serait une bénédiction. La pharmacie ne voulait plus leur faire crédit pour les médicaments de tante Mathilde et le propriétaire menaçait d'augmenter le loyer. Mais il y avait quelque chose d'autre qui l'attirait, quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre à Aurélie ni à elle-même. Elle voulait revoir ses yeux bleus qui, pendant un moment, avaient montré quelque chose de réel derrière la façade du millionnaire. 2 jours plus tard, Sophie se présenta à l'adresse indiquée sur la carte. La résidence Moreau s'élevait imposante au bout d'une longue allée bordée d'arbres anciens. Une construction coloniale restaurée avec un goût exquis qui combinait la tradition française avec des touches modernes. La porte principale, sculptée en bois de cèdre avec des motifs floraux, s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable et les cheveux gris attachés en un chignon sévère, l'accueillit avec une expression critique. « Tu dois être la fille du cimetière, » dit-elle, son ton faisant que cimetière sonnait comme quelque chose d'indécent. « Je suis Elisabeth Martin, assistante personnelle de Monsieur Moreau, Sophie Dubois, » répondit-elle, soudainement consciente de sa tenue simple. Jeans usés, chemisier blanc et bottes de travail. « Je viens pour le jardin. » Elisabeth la scanna des pieds à la tête avec un regard qui semblait calculer sa valeur au poids. « Suis-moi, » ordonna-t-elle sèchement. « Monsieur Moreau est occupé, mais il m'a demandé de te montrer le jardin. Si tu décides d'accepter, tu travailleras sous ma supervision. » Le ton laissait clairement entendre que l'idée ne lui plaisait pas du tout. Elles traversèrent un vaste hall, avec des sols en marbre et des œuvres d'art que Sophie osa à peine regarder, puis un long couloir avec des photographies encadrées montrant Antoine lors de divers événements importants, toujours impeccable, toujours sérieux. Il n'y avait pas de photos personnelles en vue. Finalement, Elisabeth ouvrit des portes en verre qui donnaient sur l'arrière de la propriété, et Sophie retint son souffle. Le jardin était immense, et à un moment donné, il devait avoir été spectaculaire. Elle pouvait voir les restes d'une conception soignée, des sentiers en pierre, des fontaines ornementales, des pergolas avec des plantes grimpantes, des secteurs de roses, et un petit potager d'herbes aromatiques. Mais maintenant, tout montrait des signes d'abandon. Les plantes poussaient sans contrôle, les mauvaises herbes envahissaient les sentiers, et les fleurs languissaient par manque de soins appropriés. Claire surveillait personnellement ce jardin, expliqua Elisabeth, et pour la première fois sa voix s'adoucit légèrement. Après l'accident, Monsieur Moreau a engagé des jardiniers professionnels, mais aucun ne comprenait ce qu'elle voulait. Ils l'ont renvoyée il y a 2 mois. Depuis lors, elle laissa la phrase en suspens, mais le message était clair. Depuis lors, personne n'osait toucher le sanctuaire de la défunte épouse. « C'est magnifique !» murmura Sophie, imaginant déjà comment le restaurer. « Il a juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. » Elisabeth haussa un sourcil. « Écouter un jardin ?» demanda-t-elle avec scepticisme. « Chaque plante a sa propre voix, » répondit Sophie simplement. « Il suffit d'apprendre à l'entendre. » Avant qu'Elisabeth ne puisse répondre, une voix profonde les interrompit. « C'est précisément pour des commentaires comme celui-là que je t'ai engagé. » Antoine Moreau apparut par l'un des sentiers latéraux. Il ne portait plus de costume, mais un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées qui révélaient des avant-bras forts. Il semblait différent ici, moins rigide, bien que la tension soit toujours présente dans ses épaules. Claire disait la même chose, ajouta-t-il, et la mention de sa femme dans sa propre voix semblait un privilège qu'il n'accordait pas souvent, que les plantes parlent si on sait les écouter. Ses yeux bleus se fixèrent sur ceux de Sophie avec une intensité qui faillit la faire reculer. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de douleur, de curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. « Elisabeth, laisse-nous seuls » ordonna-t-il sans détourner le regard de Sophie. L'assistante sembla vouloir protester, mais se contenta d'acquiescer sèchement et de se retirer, non sans lancer à Sophie un regard d'avertissement. Quand ils furent seuls, le silence s'étendit entre eux comme une plante grimpante, les connectant d'une manière indéfinissable. « Pourquoi des campanules sauvages ?»
demanda-t-il finalement. « De toutes les fleurs que vous pouviez laisser. » Sophie baissa les yeux vers le jardin abandonné. « Elles poussent là où personne d'autre ne les plante, là où personne ne s'attend à trouver de la beauté, répondit-elle sincèrement. Elles m'ont rappelé votre femme, le peu que je sais d'elle. Une femme qui aimait créer de la vie dans des lieux abandonnés. » Quelque chose changea dans l'expression d'Antoine, un éclair de surprise, peut-être de reconnaissance. « Le travail est à vous, dit-il brusquement, si vous le voulez. » Sophie savait qu'elle devrait y réfléchir, consulter Aurélie, peut-être négocier les conditions, mais au lieu de cela, elle regarda directement ses yeux bleus qui semblaient des océans de secrets, et répondit « Je le veux ». Le jardin devint le refuge de Sophie. Au cours des semaines suivantes, elle passa ses journées à déterrer les sentiers oubliés, à tailler les branches mortes, à sauver des plantes qui semblaient perdues. Le travail était dur mais gratifiant, et chaque fois qu'elle sauvait une fleur au bord de la mort, elle ressentait une petite victoire. Antoine Moreau apparaissait occasionnellement. Au début, ses visites étaient brèves et formelles. Des questions spécifiques sur l'avancement, des commentaires techniques sur le système d'irrigation, des instructions sur les zones à prioriser. Mais progressivement, ses apparitions devinrent plus longues et moins structuré. Un après-midi particulièrement chaud de mai, alors que Sophie travaillait dans le potager d'herbes aromatiques, elle le trouva en train de l'observer en silence depuis la pergola. « Les lavandes répondent bien », commenta-t-elle, brisant le silence inconfortable, « et j'ai trouvé des graines de basilic sauvage que je pense que Madame Moreau avait gardées. »« Claire », corrigea-t-il, la surprenant. « Vous pouvez l'appeler Claire », Sophie acquiesça, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. Claire avait un bon œil pour les plantes résistantes, continua-t-elle, essayant de maintenir un ton professionnel. « J'ai trouvé des espèces qui ne devraient tout pas survivre sous ce climat, mais elle avait trouvé des microclimats parfaits pour chacune. » Antoine s'approcha, s'accroupissant à côté d'elle pour examiner les petites plantes de basilic qui commençaient à germer. « Elle disait que les personnes sont comme les plantes, » murmura-t-il, si bas que Sophie l'entendit à peine. « Que nous avons tous notre place parfaite, il suffit de la trouver. » Leurs yeux se rencontrèrent, à quelques centimètres de distance. Pour la première fois, Sophie remarqua de petites rides au coin de ses yeux, signe d'une vie qui n'avait pas été seulement succès et pouvoir. « Et vous, avez-vous trouvé la vôtre, monsieur Moreau ?» demanda-t-elle, et elle sut immédiatement qu'elle avait franchi une ligne. Son visage se durcit. « Ne me tutoyez pas, » répondit-il, se levant brusquement. « Et non, je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai perdue il y a exactement 1 an, 2 mois et 14 jours. » Il s'éloigna à grands pas, laissant Sophie avec un nœud dans la gorge et la sensation d'avoir touché une plaie ouverte. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait ses outils, Elisabeth apparut avec une expression sévère. « Qu'avez-vous dit à monsieur Moreau ?» demanda-t-elle sans préambule. « Il a annulé 2 réunions importantes et s'est enfermé dans son bureau. » Sophie secoua la tête. « Nous avons juste parlé du jardin. » Elisabeth l'étudia comme quelqu'un qui évalue un insecte sous la loupe. « Écoutez-moi bien, jeune fille. Je suis avec la famille Moreau depuis 20 ans. J'ai vu Antoine grandir. Je l'ai vu devenir qui il est aujourd'hui. Je l'ai vu tomber amoureux de Claire et je l'ai vu se détruire quand il l'a perdue, fit-elle une pause, sa voix baissant à un murmure intense. Je ne sais pas ce que vous prétendez, mais si vous êtes ici par pitié ou par curiosité ou pour l'argent, partez maintenant. Il n'a pas besoin de plus de dommages. Je ne prétends rien, répondit Sophie avec fermeté. Je fais juste mon travail. Nous prétendons tous quelque chose, répliqua Elisabeth. La différence, c'est que certains l'admettent. Avant que Sophie ne puisse répondre, l'assistante ajouta « Ce soir, il y a un dîner d'affaires. Monsieur Moreau veut que vous prépariez un arrangement central pour la table de la salle à manger, avec des fleurs du jardin, spécifiquement. » Sophie acquiesça, surprise par la demande. Ce soir-là, après beaucoup de délibération, elle créa un arrangement avec les quelques roses qu'elle avait réussi à sauver, quelques herbes aromatiques et de petites campanules sauvages qui poussaient dans un coin oublié du jardin. Elle l'apporta personnellement à la salle à manger, où le personnel de service préparait déjà une élégante table pour 12 personnes. Alors qu'elle plaçait le centre de table, elle entendit des voix qui approchaient. Instinctivement, elle se retira dans un coin discret, ne voulant pas être vue dans ses vêtements de travail parmi les invités élégants qui commençaient à arriver. Mais avant de pouvoir s'esquiver, Antoine apparut à la porte, accompagné d'une femme impressionnante, grande, blonde, avec une robe de créateur qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit, sa main reposant avec familiarité sur le bras de l'homme d'affaires. « Alors, vous accepterez enfin mon invitation ?» demanda-t-elle d'une voix mélodieuse qui contenait un léger accent étranger. « Paris au printemps est exactement ce dont vous avez besoin, Antoine. Vous éloignez de tous ces souvenirs. » Quelque chose dans son ton en disant « souvenir » fit que Sophie se tendit. « Juliette, vous savez que je ne peux pas abandonner les projets maintenant, » répondit-il. Mais son ton était différent de celui qu'il utilisait avec Sophie, plus doux, plus complaisant. « Il y a toujours des projets, » insista la femme. «
mais pas toujours des opportunités comme celle-ci. C'est alors qu'Antoine remarqua la présence de Sophie. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, et elle crut voir quelque chose ressemblant à de la honte traverser son visage avant que son expression ne se durcisse. « L'arrangement est parfait, dit-il d'un ton professionnel. Vous pouvez vous retirer. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Sophie acquiesça brièvement et se dirigea vers la porte, consciente du regard évaluateur de la femme blonde qui la suivait. « Une nouvelle employée ?» entendit-elle Juliette demander alors qu'elle sortait. « Je ne savais pas que vous engagiez maintenant du personnel si rustique. » Le rire léger qui suivit se planta en Sophie comme une épine. Cette nuit-là, en attendant le bus qui la ramènerait chez elle en périphérie, Sophie se demanda ce qu'elle faisait vraiment dans la résidence Moreau. Pourquoi tenait-elle tant à sauver ce jardin? Pourquoi ressentait-elle une connexion si forte avec une femme qu'elle n'avait jamais connue? Et plus troublant encore, pourquoi avait-elle eu mal de voir Antoine avec cette femme élégante? « Parce que tu es une romantique stupide, » se dit-elle à voix basse, toujours à chercher des histoires là où il n'y en a pas. Le bus arriva avec 20 minutes de retard, presque vide à cette heure tardive. Sophie s'assit près de la fenêtre, observant comment les demeures luxueuses cédaient progressivement la place à des maisons plus modestes, des boutiques familiales, et finalement aux rues étroites et mal éclairées de son quartier. Des mondes différents, séparés par quelque chose de plus que des kilomètres. Le lendemain, Sophie arriva tôt à la résidence. Elle voulait éviter de rencontrer Antoine après la situation inconfortable de la veille. À sa surprise, elle le trouva dans le jardin, assis sur un banc de pierre avec l'air de ne pas avoir dormi de toute la nuit. « Bonjour, monsieur Moreau », salua-t-elle formellement, se dirigeant directement pour récupérer ses outils. « Attendez », sa voix sonnait rauque, fatiguée. « Je veux vous montrer quelque chose. » Il se leva avec effort et lui fit signe de le suivre. Confuse, Sophie l'accompagna sur un sentier qu'elle n'avait pas encore exploré, qui menait à une petite structure cachée derrière un rideau dense de plantes grimpantes. C'était une serre, petite, mais clairement conçue avec amour et attention aux détails. Les vitres étaient embuées par le temps et la négligence, mais la structure restait intacte. Antoine sortit une vieille clé de sa poche et ouvrit la porte. L'intérieur sentait l'humidité et la végétation endormie. C'était l'endroit préféré de Claire, expliqua-t-il, sa voix s'adoucissant en prononçant le nom. Ici, elle cultivait ses expériences, ses créations. Personne n'est entré depuis. Il ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. « Pourquoi me le montrez-vous maintenant ?» demanda Sophie, impressionnée par l'intimité du moment. « Parce que j'ai vu votre arrangement hier soir, » répondit-il, ses yeux bleus fixés sur un point distant, les campanules sauvages. Personne d'autre ne les aurait incluses. Il fit une pause, comme si les mots lui coûtaient un effort physique. Claire les aimait parce qu'elle disait qu'elle poussait là où personne d'autre ne croyait possible. Exactement ce que vous avez dit. Le cœur de Sophie fit un bond. Il y avait quelque chose dans son ton, une accusation voilée, une question non formulée. « C'est une coïncidence », murmura-t-elle. « Je ne crois pas aux coïncidences, » répondit-il sèchement. « Connaissiez-vous ma femme ?» La question la prit par surprise. « Non, monsieur Moreau, je n'ai jamais eu ce privilège. » Il l'étudia pendant un long moment, comme cherchant le mensonge dans ses yeux verts. Finalement, il acquiesça presque imperceptiblement. « Je veux que vous restauriez cette serre, dit-il, revenant à son ton professionnel. « En plus du jardin. Je vous paierai extra, bien sûr. »« Pourquoi moi ?» demanda Sophie. « Il y a des jardiniers professionnels qui... »« Parce que vous la comprenez, l'interrompit-il, et la force de ses mots lui coupa le souffle. « Je ne sais pas comment, mais vous la comprenez. Et cet endroit mérite de revivre. » Sur ce, il fit demi-tour et partit, la laissant seule dans le sanctuaire abandonné de Claire Moreau. Si cette histoire d'amour entre deux mondes différents vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pensez-vous que Sophie devrait faire confiance aux millionnaires? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. La serre devint une obsession pour Sophie. Jour après jour, elle nettoyait les vitres embuées, déterrait les pots oubliés, sauvait des plantes qui incroyablement restaient vivantes grâce au système d'irrigation automatisé que Claire avait installé. C'était comme un travail archéologique, déterrant non seulement la végétation, mais aussi la personnalité de la femme qui avait aimé cet espace. Dans un coin, elle trouva un carnet de notes, protégé de la détérioration par une boîte hermétique. Les pages étaient remplies d'annotations méticuleuses sur des croisements de plantes, des expériences avec des graines, des calendriers lunaires pour les semis. L'écriture était élégante mais pratique, comme si celle qui écrivait n'avait pas le temps pour les fioritures. « Aujourd'hui, j'ai réussi à faire germer les orchidées noires. A dit que c'est impossible, mais je lui montrerai qu'il n'y a pas de plante qui ne puisse fleurir à l'endroit adéquat. Comme les personnes, elles ont seulement besoin de quelqu'un qui croit en elles. » Sophie passa ses doigts sur les mots, ressentant une étrange connexion avec la femme qui les avait écrits. Claire Moreau avait été bien plus que l'épouse trophée d'un millionnaire, comme les commérages du village la décrivaient. Elle avait été une scientifique amateur, une rêveuse pragmatique,
une femme déterminée à créer de la beauté là où d'autres voyaient l'impossibilité. Un après-midi, alors qu'elle classait des graines trouvées dans de petites enveloppes étiquetées avec l'écriture soignée de Claire, la porte de la serre s'ouvrit lentement. Sophie s'attendait à voir Antoine, mais à sa place apparut Elisabeth, l'assistante, avec une expression indéchiffrable. « Je vois que vous avez trouvé son trésor », commenta-t-elle, observant le carnet ouvert sur la table de travail. « J'essayais simplement de comprendre son système », se défendit Sophie, se sentant comme si elle avait été surprise à fouiner dans des secrets d'autrui pour restaurer correctement la serre. Elisabeth s'approcha, ses talons résonnant sur le sol en pierre. Elle prit le carnet avec une familiarité qui surprit Sophie. « Claire et moi étions amis », dit-elle, sa voix perdant pour la première fois ce ton froid et professionnel, pas seulement son assistante. « Je l'ai connue quand Antoine étudiait encore à l'université et qu'elle donnait des cours de botanique. »« Elle était professeure ?» demanda Sophie, surprise. Personne dans le village ne mentionnait cela quand il parlait de la défunte Madame Moreau. « Docteur en botanique de la Sorbonne », confirma Elisabeth avec un sourire triste. « Brillant. Elle aurait pu travailler dans n'importe quelle université du monde, mais elle a choisi de rester ici quand elle a rencontré Antoine. » Elle parcourut les pages du carnet avec révérence, s'arrêtant sur quelques dessins et annotations. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Sophie, confuse par ce soudain changement d'attitude. Elisabeth ferma le carnet et la regarda directement. « Parce qu'il change depuis que vous êtes arrivé, » répondit-elle sincèrement. « Hier, je l'ai entendu siffler en travaillant. Il ne sifflait pas depuis avant l'accident. » Elle s'approcha davantage de Sophie, baissant la voix comme si les plantes pouvaient entendre. « Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, et franchement, je ne veux pas le savoir, mais faites attention, petite, pas seulement avec lui, avec vous-même. » Avant que Sophie ne puisse répondre qu'il ne se passait rien, qu'elle n'était qu'une employée faisant son travail, Elisabeth continua. « Il y a des personnes intéressées à ce qu'Antoine vende cette propriété, qu'il se débarrasse de ses souvenirs, qu'il aille de l'avant, comme ils disent. » Son ton montrait ce qu'elle pensait de ses suggestions. « Des personnes comme Juliette Lefebvre. Vous l'avez vue l'autre soir, je suppose. » Sophie acquiesça, se souvenant de l'élégante femme blonde. « C'est la fille du principal concurrent d'Antoine dans le secteur hôtelier. Il tente depuis des mois une fusion, ou plutôt une absorption, » expliqua Elisabeth, et elle s'est donnée pour mission personnelle de le consoler. Le sens était clair et Sophie ressentit une piqûre qu'elle préféra ne pas analyser. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» répéta-t-elle, encore plus confuse. Elisabeth l'étudia pendant un long moment avant de répondre. « Parce que Claire m'a fait promettre que je prendrais soin de lui, et une partie de cette promesse est de m'assurer que les personnes qui entrent dans sa vie n'ont pas de motifs cachés, » fit-elle une pause significative. « Ou que si elles en ont, au moins elles sont conscientes du mal qu'elles peuvent causer. » Sur ce, elle laissa le carnet sur la table et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle ajouta « Au fait, le collier que vous portez, il est joli. » Sophie toucha instinctivement le simple pendentif en argent avec une petite pierre verte qu'elle portait toujours sous ses vêtements. « C'était à ma mère, » répondit-elle automatiquement. Elisabeth acquiesça, comme confirmant quelque chose pour elle-même, et partit, laissant Sophie avec plus de questions que de réponses, et une inquiétante sensation d'entrer dans des eaux plus profondes qu'elle ne l'avait prévu. Ce soir-là, en dînant avec sa tante Mathilde, elle ne pouvait cesser de penser à la conversation avec Elisabeth. Pourquoi lui importait-il tant ce qui se passait entre elle et Antoine? Et pourquoi avait-elle mentionné son collier? « Tu es bien silencieuse, ma nièce, » commenta la vieille dame, l'étudiant avec ses yeux qui semblaient voir à travers toute tentative de dissimulation. « Des problèmes au travail ?» Sophie hésita mais finalement décida de partager une partie de ses inquiétudes. « Tante, te souviens-tu de quelque chose sur Madame Moreau ?»« Claire ?» La vieille dame posa sa fourchette sur l'assiette, son expression soudainement prudente. « Pourquoi demandes-tu à propos d'elle? Je travaille dans son jardin, dans sa serre. » répondit Sophie, « et j'ai l'impression comme si je la connaissais d'une certaine façon. C'est étrange. » Tante Mathilde se leva lentement et alla jusqu'au petit buffet où elle gardait ses trésors les plus précieux. D'un tiroir, elle sortit une vieille photographie, usée sur les bords. « Ta mère et elle, » dit-elle simplement, lui remettant l'image. Sophie la prit d'une main tremblante. Sur la photographie, deux jeunes femmes souriaient à la caméra, entourée de plantes. L'une était clairement sa mère, Marie, avec le même collier que Sophie portait maintenant, et l'autre devait être Claire Moreau, des décennies plus jeune mais avec ces mêmes yeux intelligents qu'elle avait vus sur des photographies récentes. « Elles ont étudié ensemble à l'université, » expliqua tante Mathilde, se rasseyant lourdement. « Ta mère a abandonné ses études quand elle est tombée enceinte de toi, mais Claire a continué. Elles sont restées amies pendant un temps, jusqu'à ce que... »« Jusqu'à quoi, tante ?» demanda Sophie, sentant qu'elle s'approchait d'un secret enterré. « Jusqu'à ce que ton père les sépare, »
répondit la vieille dame avec amertume. Il n'a jamais approuvé cette amitié. Il disait que Claire mettait des idées dans la tête de Marie, que c'était à cause d'elle que ta mère voulait reprendre ses études, être indépendante. Sophie essayait de traiter cette information. Son père, cet homme qui les avait abandonnés quand elle avait à peine 5 ans, avait été responsable de séparer sa mère de celle qui semblait avoir été sa meilleure amie. Claire savait-elle à propos de moi? Demanda-t-elle dans un murmure. Elle t'a connu quand tu étais bébé, confirma tante Mathilde. Elle était ta marraine, en fait. Elle t'a offert ce collier, bien que ton père ait voulu le rendre. Ta mère l'a caché et m'a fait promettre qu'il serait à toi un jour. Le monde de Sophie sembla vaciller. Claire Moreau, l'épouse du millionnaire, la brillante botaniste, avait été sa marraine. La femme dont elle resterait maintenant le jardin avait tenu Sophie nouveau-née dans ses bras. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle, ressentant un mélange de confusion et de douleur. « Ta mère m'a fait promettre de ne pas le faire jusqu'à ce que ce soit nécessaire, » répondit la vieille dame, évitant son regard. « Après, quand elle est morte et que tu es resté à ma charge, simplement, je n'ai pas trouvé le moment. Et quand j'ai su que Claire était aussi décédée, j'ai pensé que ça n'importait plus. » Sophie regarda à nouveau la photographie. 2 jeunes femmes souriantes, pleines de rêves et de projets, sans savoir le destin qui les attendait. L'une devenue l'épouse d'un millionnaire, docteur respecté, morte prématurément dans un accident. L'autre, sa mère, abandonnée par son mari, travaillant dans le nettoyage de maisons jusqu'à tomber malade et mourir jeune, laissant sa fille aux soins d'une tante âgée. Des chemins si différents, unis par une amitié que le temps et les circonstances avaient enterrée. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » ajouta tante Mathilde, interrompant ses pensées. « Ta mère a travaillé dans la maison Moreau pendant un temps, après que ton père soit parti. Claire l'a aidé à obtenir le travail, mais ça n'a pas duré longtemps. « Pourquoi ?» demanda Sophie, bien que quelque chose en elle anticipait déjà la réponse. Antoine Moreau venait de se marier avec Claire. Il ne savait pas de l'amitié préalable entre elles. Quand il l'a découvert, il a exigé qu'on renvoie ta mère. La vieille dame soupira profondément. Il y a eu une terrible dispute. Claire a défendu Marie, mais finalement, ta mère a préféré partir pour ne pas causer de problème dans le mariage. Sophie sentit qu'elle manquait d'air. Tout prenait un nouveau sens. La réaction d'Elisabeth en voyant son collier, l'étrange familiarité qu'elle ressentait avec le jardin, la coïncidence des campanules sauvages. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des filles invisibles qui connectaient sa vie à celle de Claire Moreau bien avant qu'elle ne laisse cette première fleur sur sa tombe. Et Antoine, saurait-il qui elle était réellement? Se souviendrait-il de l'employé que sa femme avait défendu des années auparavant, de la fille de cette femme? Le lendemain, Sophie arriva à la résidence avec le cœur agité et 1000 questions à l'esprit. Elle avait à peine dormi quelques heures, réfléchissant aux révélations de sa tante et se demandant comment affronter Antoine Moreau en sachant ce qu'elle savait maintenant. À sa surprise, elle trouva le jardin plein d'activités. Des ouvriers allaient et venaient, transportant des matériaux de construction, mesurant des espaces. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à l'un des ouvriers. « Rénovation » répondit l'homme simplement. « Ordre de Monsieur Moreau. Ils vont transformer une partie du jardin en piscine et espace spa. » Sophie sentit comme si on lui avait donné un coup de poing. Une piscine, dans le jardin qu'elle restaurait soigneusement depuis des semaines, dans le sanctuaire de Claire. Elle courut vers la maison cherchant Antoine. Elle le trouva dans son bureau, penché sur des plans architecturaux, avec Juliette Lefebvre, qui souriait avec satisfaction, en indiquant des détails sur le papier. « Que signifie ceci » demanda Sophie depuis la porte, oubliant toute formalité. Antoine leva les yeux, surpris par l'interruption. Juliette la regarda avec une expression entre amusée et méprisante. « Je crois que votre jardinière a une opinion sur notre projet, Antoine », commenta-t-elle avec un ton condescendant. « Sophie, nous sommes au milieu d'une réunion, » dit-il froidement. « Si vous avez une question, parlez à Elisabeth pour programmer un moment approprié. »« Allez-vous détruire le jardin de Claire ?» demanda-t-elle directement, ignorant le protocole. Tout son travail, tout ce qu'elle aimait, quelque chose changea dans l'expression d'Antoine. Un éclair de douleur, rapidement remplacé par la colère. « Ce que je fais avec ma propriété ne vous regarde pas, » répondit-il sèchement. « Je vous ai engagé pour restaurer, pas pour questionner mes décisions. »« Vous m'avez engagé parce que vous avez vu quelque chose en moi, » répliqua Sophie, sentant un courage qu'elle ne savait pas qu'elle avait. « Parce que vous avez dit que je la comprenais. Croyez-vous qu'elle approuverait cela? Transformer son jardin en spa pour divertir vos partenaires commerciaux ?» Juliette laissa échapper un rire incrédule. « Antoine, allez-vous vraiment permettre à une employée de vous parler ainsi ?» intervint-elle, plaçant une main possessive sur le bras de l'homme. Cette fille a clairement confondu sa position ici. Antoine semblait pris entre 2 forces opposées. Pendant un moment, Sophie crut voir du doute dans ses yeux, mais quand il parla, sa voix était froide comme la glace. « Ramassez vos affaires, Sophie. Elisabeth vous remettra votre indemnité. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la pièce. Sophie recula d'un pas, sentant que l'air quittait ses poumons. Ce n'était pas seulement le licenciement qui faisait mal, c'était la trahison de ce qu'elle avait cru voir en lui. Un homme qui honorait la mémoire de sa femme, qui valorisait ce qu'elle avait aimé. « Le collier », dit soudainement Juliette,
remarquant le pendentif que, dans sa hâte d'arriver ce matin, Sophie avait oublié de cacher sous ses vêtements. « Où l'avez-vous obtenu » Sophie porta instinctivement la main à son collier. « Il était à ma mère » répondit-elle, défiante. Quelque chose changea dans l'expression de Juliette, une étincelle de reconnaissance. « Antoine » dit-elle, se tournant vers lui, « n'est-il pas identique à celui que Claire portait toujours sur les anciennes photographies, celui qu'elle disait avoir offert à... » Elle s'interrompit, comme si elle venait de réaliser quelque chose. Elle regarda Sophie avec un intérêt renouvelé, étudiant ses traits, ses yeux verts. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle dans un murmure. Antoine la regardait aussi maintenant, avec une intensité qui semblait vouloir la transpercer. « Ma mère s'appelait Marie Dubois » répondit Sophie, décidant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était préférable à continuer à vivre dans ce jeu de demi-vérité. Elle était amie de Claire à l'université, et elle a travaillé dans cette maison, brièvement, il y a de nombreuses années, jusqu'à ce que vous, monsieur Moreau, exigiez qu'on la renvoie. Le visage d'Antoine perdit toute couleur. Il s'appuya lourdement sur le bureau, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Vous êtes la fille de Marie » dit-il, non comme une question, mais comme une réalisation tardive et dévastatrice. La filleule de Claire. Juliette regardait de l'un à l'autre, clairement perdue dans ce retournement des événements. « Quelqu'un va-t-il m'expliquer ce qui se passe ici » exigea-t-elle. Mais aucun des deux ne semblait l'entendre. Ils étaient piégés dans un moment de reconnaissance mutuelle, transcendait le présent. « Je ne savais pas qui vous étiez quand je vous ai engagé, dit finalement Antoine. Je le jure, mais maintenant tout a du sens. Votre connexion avec le jardin, votre compréhension de ce que Claire essayait de créer. Pourquoi avez-vous renvoyé ma mère » demanda Sophie, ayant finalement besoin de cette réponse. « Que vous a-t-elle fait pour mériter cela » Antoine ferma brièvement les yeux comme rassemblant ses forces. « Parce que j'étais un idiot jaloux » répondit-il avec une honnêteté brutale. « Parce que Claire l'aimait, lui faisait confiance, et je craignais tout ce qui pouvait l'éloigner de moi, même ses amitiés. »« C'était plus qu'une amitié » répondit Sophie, la voix brisée par l'émotion. « Ma mère a perdu sa meilleure amie à cause de vous, et maintenant, vous allez détruire ce qui reste d'elle. » Elle fit demi-tour pour partir, mais la voix d'Antoine l'arrêta. « Les plans, dit-il brusquement, ce ne sont pas pour un spa, ce sont pour un jardin botanique, public, en mémoire de Claire. » Sophie se retourna lentement, confuse. « Mais il a dit... J'ai dit aux ouvriers de dire cela. » expliqua Antoine, ignorant l'expression de surprise de Juliette, « parce qu'il y a certains intérêts qui préféreraient que je vende cette propriété. Des personnes qui bénéficieraient si je tournais simplement la page. » Son regard se posa brièvement sur Juliette, dont le visage montrait maintenant un mélange de surprise et d'indignation. « Je n'arrive pas à y croire, » dit la femme, ramassant son sac à main de créateur. « Vous m'avez utilisé pour détourner l'attention de votre véritable projet? Toute cette farce de fusion n'était que pour distraire mon père pendant que vous planifiez ceci. La fusion était réelle, Juliette, répondit Antoine froidement. Mais votre intérêt pour moi n'a jamais été pour les affaires, n'est-ce pas? Votre père vous a envoyé avec un objectif très précis. La femme ne répondit pas, mais son expression disait tout. Avec un dernier regard de mépris vers les deux, elle sortit comme une tempête du bureau. Quand ils furent seuls, le silence s'étendit entre eux, lourd de vérités non dites et de révélations à moitié traitées. « Un jardin botanique » demanda finalement Sophie, encore en train de traiter tout ce qui s'était passé. Antoine acquiesça, son visage montrant pour la première fois une vulnérabilité authentique. C'était le rêve de Claire. Créer un espace où n'importe qui pourrait apprendre sur les plantes, où les enfants des écoles publiques pourraient expérimenter avec la nature, expliqua-t-il. Elle travaillait sur le projet depuis des années quand l'accident est survenu. Il sortit d'un tiroir un dossier qu'il remit à Sophie. À l'intérieur, il y avait des designs détaillés, des propositions éducatives, tout avec l'inconfondable écriture de Claire. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit » demanda Sophie, feuilletant les documents avec révérence. « Parce que j'avais besoin de savoir si je pouvais vous faire confiance, » répondit-il avec simplicité, « et parce que le dire à haute voix le rendait réel. Cela signifiait finalement accepter qu'elle ne sera pas là pour le voir terminer. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient connus, Sophie vit l'homme réel derrière la façade du millionnaire, vulnérable, blessé, mais aussi déterminé à honorer celle qu'il avait aimée, à sa manière imparfaite. « Je ne vous renvoie pas, » dit finalement Antoine. « Au contraire, je veux vous offrir de diriger ce projet, réaliser le rêve de Claire, et peut-être réparer une partie du mal que j'ai causé à votre mère. » Le jardin botanique Claire Moreau prit forme progressivement au cours des semaines suivantes. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de petites victoires que Sophie chérissait. La première section de sentiers éducatifs achevée, la serre restaurée dans son ancienne gloire, les plantes sauvées fleurissant à nouveau. Travaillant ensemble sur ce projet, la relation entre Sophie et Antoine évolua vers quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait facilement nommer. Ils n'étaient plus simplement employés et patrons, mais pas non plus amis au sens conventionnel. Ils étaient deux personnes unies par un lien invisible tissé par le destin, la coïncidence et le souvenir d'une femme qu'ils avaient tous deux aimée
de façon différente. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans pour la section des plantes médicinales, leurs mains se frôlèrent accidentellement sur le papier. Le contact, bien que bref, envoya un courant électrique à travers la peau de Sophie. Antoine sembla le sentir aussi, car il resta immobile un moment, ses yeux bleus rencontrant les siens avec une intensité qui coupait le souffle. « Nous devrions, commença-t-il, détournant le regard en premier, consulter le spécialiste en ethnobotanique sur ces variétés. » Sophie acquiesça, ignorant délibérément la chaleur sur ses joues et les battements accélérés de son cœur. « J'ai déjà programmé une réunion pour vendredi. » répondit-elle, maintenant un ton professionnel. « J'aimerais aussi proposer quelque chose pour la section enfants. » Elle expliqua son idée, un labyrinthe végétal avec des plantes que les enfants pourraient toucher, sentir et même goûter, conçues pour stimuler tous les sens. En parlant, son enthousiasme grandissait, gesticulant avec animation et dessinant des croquis rapides dans la marge du plan. Antoine l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas complètement déchiffrer. « Claire aurait adoré cette idée, » dit-il finalement, avec un sourire qui transformait son visage, adoucissant les lignes dures que la douleur avait gravées en lui. « Tu as la même passion qu'elle pour enseigner. » Le compliment la prit par surprise, la laissant momentanément sans voix. « Merci, murmura-t-elle finalement. Ça signifie beaucoup venant de vous. Je crois qu'après tout ce temps, tu pourrais me tutoyer, suggéra-t-il, avec un ton presque timide qui contrastait avec son assurance habituelle. Sophie sourit, consciente du petit mais significatif pas que cela représentait. Merci, Antoine. Son nom sur ses lèvres sembla avoir un effet physique sur lui. Il inspira profondément, comme s'il essayait de contrôler quelque chose en lui. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais indéniable. Antoine apparaissait plus fréquemment dans le jardin, parfois avec des excuses transparentes pour superviser un travail qui n'avait pas besoin de supervision. Leurs conversations, auparavant strictement professionnelles, commencèrent à explorer des territoires plus personnels. Sophie lui raconta son enfance avec tante Mathilde, ses rêves d'étudier la botanique qu'elle avait abandonnée par manque de ressources, les petites joies qu'elle trouvait dans son modeste jardin arrière. Et lui, progressivement, lui permit d'entrevoir l'Antoine qui existait avant le succès entrepreneurial et la tragédie personnelle. Un jeune homme passionné par l'architecture qui avait sacrifié sa vocation artistique pour l'entreprise familiale, un homme qui avait trouvé en Claire non seulement l'amour, mais aussi le courage de défendre ses propres convictions. « Elle m'a appris à voir la beauté là où d'autres ne voient que l'utilité », confessa-t-il un après-midi, alors qu'il plantait de nouveaux rosiers à ce qui serait l'entrée du jardin botanique. Avant de la connaître, je ne voyais les propriétés que comme des investissements, des mètres carrés et des pourcentages de retour. Et maintenant ? Demanda Sophie, sincèrement curieuse. Antoine contempla l'horizon, où le soleil commençait à descendre derrière les collines qui entouraient Saint-Germain. Maintenant, j'essaie de voir le monde comme elle le voyait, répondit-il d'une voix douce. Comme tu le vois. Plein de possibilités, de vie attendant de fleurir. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse qui allait au-delà des mots. Le moment fut interrompu par l'arrivée d'Élisabeth, qui apportait des nouvelles urgentes. Juliette Lefebvre et son père avaient lancé une campagne médiatique contre Antoine, l'accusant de bloquer le développement économique de la région en rejetant la fusion de leurs entreprises. Ils insinuaient que son jugement était compromis par le deuil, qu'il s'accrochait pathologiquement au passé. « Il y a aussi des rumeurs sur toi », ajouta Élisabeth, regardant Sophie avec inquiétude. « Il suggère que tu le manipules d'une certaine façon, que tu l'éloignes de décisions rationnelles. » Sophie sentit que l'air quittait ses poumons. Bien sûr que cela arriverait. Une femme de sa position sociale, de son origine, travaillant si étroitement avec l'un des hommes les plus riches et convoités du pays, les commérages étaient inévitables. « Ignore-les », dit Antoine avec fermeté, la surprenant. « Je me fiche de ce qu'ils disent. »« Mais ta réputation, commença-t-elle. »« Ma réputation est basée sur des résultats. » « Pas sur des potins, l'interrompit-il. « Et ce jardin botanique sera le meilleur résultat que j'ai produit depuis des années. » Sa détermination était inspirante, mais Sophie ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle avait apporté des complications dans sa vie. Ce soir-là, elle partagea ses préoccupations avec Aurélie tout en prenant un café dans la petite cuisine de sa maison. « Je te l'avais dit », soupira son ami sans triomphalisme mais avec une préoccupation sincère. « Les riches vivent dans un autre monde. Leurs problèmes nous éclaboussent, mais ils peuvent toujours se réfugier dans leur argent. »« Antoine n'est pas comme ça, » défendit Sophie, se surprenant elle-même par la véhémence dans sa voix. « Il fait quelque chose de beau, quelque chose qui bénéficiera à toute la communauté. » Aurélie l'étudia avec les yeux plissés. « Mon Dieu !» murmura-t-elle finalement. « Tu es amoureuse de lui ?»« Non, » protesta Sophie, trop vite, trop fort. « Je respecte juste ce qu'il fait, son engagement envers la mémoire de Claire. »« Claire, » répéta Aurélie. « Ta marraine ?»
la femme qui était la meilleure amie de ta mère, l'épouse de l'homme qui t'a complètement captivé. Tu ne vois pas à quel point tout cela est compliqué, Sophie? Bien sûr qu'elle le voyait. Elle le sentait chaque jour, à chaque regard échangé avec Antoine, à chaque découverte sur Claire, à chaque avancée du jardin qui les unissait et les séparait en même temps. C'est compliqué, admit-elle finalement. Mais c'est aussi important. Je ne peux pas l'expliquer, Aurélie, mais je sens que je suis exactement là où je dois être. Son ami prit sa main à travers la table, son expression s'adoucissant. « Prends juste soin de ton cœur, d'accord? Les hommes comme lui, ils ont aimé une fois. Et cet amour devient un fantôme, contre lequel aucune femme réelle ne peut rivaliser. » Les paroles d'Aurélie l'accompagnèrent le jour suivant, alors qu'elle travaillait seule dans la serre. Était-ce ce qui se passait? Était-elle en train de tomber amoureuse d'un homme qui ne pourrait jamais la voir vraiment, la comparant toujours au souvenir parfait de son épouse? Et pire encore, n'était-ce pas une trahison envers la mémoire de Claire, envers l'amitié qu'elle avait eue avec sa mère, de développer des sentiments pour Antoine? Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Ce n'est que lorsqu'une ombre tomba sur la table de travail qu'elle leva les yeux pour trouver Antoine l'observant avec une expression indéchiffrable. « Je dérange ?» demanda-t-il. Sophie secoua la tête, essayant de se reprendre. « Je classais juste ces graines pour... »« Je ne suis pas venu pour le travail, » l'interrompit-il doucement. « Je suis venu t'inviter à dîner. Ce soir, en dehors d'ici. » La proposition la laissa momentanément sans voix. « Comme un rendez-vous ?» demanda-t-elle finalement, regrettant immédiatement sa franchise. Antoine sembla également surpris par la question directe. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle ne lui avait jamais vu faire. « Comme deux personnes qui partagent quelque chose d'important, » répondit-il prudemment, « et qui peut-être pourraient partager plus. » Le cœur de Sophie fit un bond. C'était exactement ce qu'elle craignait et désirait en même temps. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, » dit-elle, baissant les yeux vers les graines éparpillées sur la table. « Il y a trop d'histoires entre nous, trop de fantômes. »« Je sais, » répondit-il avec une douceur surprenante. « Crois-moi, je le sais. Mais Claire disait toujours que la vie est pour les vivants, Sophie. Et pour la première fois depuis plus d'un an, je me sens vivant à nouveau. » Elle leva les yeux, trouvant ses yeux bleus pleins d'une vulnérabilité qui la désarma complètement. « Juste un dîner, » insista-t-il, « pour parler, sans pression, sans attente. » Sophie savait qu'elle devrait le refuser, protéger son cœur comme Aurélie le lui avait conseillé, mais à la place, elle se trouva à hocher lentement la tête. « Juste un dîner, » concéda-t-elle, « et je rentrerai avec mon propre transport. » Un sourire transforma le visage d'Antoine, l'illuminant d'une manière que Sophie n'avait jamais vue. « Je passerai te prendre à 8 heures, » dit-il, et avec un dernier regard qui semblait vouloir mémoriser chaque détail de son visage, il partit. Quand la porte se referma derrière lui, Sophie expira l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Dans quoi s'embarquait-elle? Que dirait sa mère si elle pouvait la voir maintenant, acceptant un rendez-vous avec l'homme qui l'avait renvoyée des années auparavant? Que penserait Claire de cette attraction naissante entre sa filleule et son veuf? Mais alors que ces questions tourmentaient son esprit rationnel, son cœur battait avec une certitude différente. C'était le chemin qu'elle devait suivre, aussi douloureux ou compliqué soit-il. Ce soir-là, après avoir essayé et rejeté pratiquement toute sa modeste collection de vêtements, Sophie se décida finalement pour une simple robe vert foncé qu'Aurélie avait confectionnée pour son dernier anniversaire. Elle laissa ses cheveux détachés, tombant en vagues naturelles sur ses épaules, et appliqua un minimum de maquillage, plus pour se donner du courage que par vanité. « Tu es magnifique », commenta tante Mathilde, quand elle la vit sortir de sa chambre. « C'est un homme chanceux, même s'il ne le sait pas encore. »« Ce n'est pas ce que tu penses, tante, » protesta faiblement Sophie. « C'est juste un dîner. » La vieille dame sourit avec la sagesse de qui a vu beaucoup de justes dîners se transformer en quelque chose de plus. « Ta mère serait fière, dit-elle simplement, de la femme que tu es devenue, et Claire aussi. » Les mots l'émurent plus qu'elle ne s'y attendait. Elle embrassa sa tante, la remerciant silencieusement pour sa bénédiction implicite. À 8 heures précises, une élégante BMW noire s'arrêta devant la modeste maison. Sophie s'attendait à ce qu'il envoie un chauffeur, mais ce fut Antoine lui-même qui descendit du véhicule. Il portait un costume sombre, sans cravate, avec une chemise blanche impeccable qui contrastait avec sa peau bronzée. Pendant un moment, en le voyant marcher vers sa porte, Sophie envisagea sérieusement la possibilité de feindre une maladie soudaine. Mais alors il leva les yeux et la vit qui l'attendait sur le petit porche. Son expression, la façon dont il s'arrêta un instant, comme s'il avait reçu un impact physique, dissipa tous ses doutes. « Tu es, » commença-t-il, cherchant le mot adéquat, « magnifique. » La simplicité du compliment, dépourvu de la galanterie élaborée qu'il maîtrisait certainement, toucha quelque chose de profond en Sophie. « Merci, » répondit-elle, sentant la chaleur monter à ses joues. « Tu es très élégant aussi. » Un sourire timide, si différent de son expression contrôlée habituelle, illumina le visage d'Antoine. « J'ai réservé dans un endroit tranquille. »
expliqua-t-il en lui ouvrant la portière de la voiture, où nous pourrons parler sans interruption. Le restaurant s'avéra être un petit joyau caché dans les environs de Saint-Germain, construit dans ce qui avait autrefois été un moulin à eau. Des murs de pierre centenaires, un éclairage tamisé fourni par des bougies et une cascade naturelle visible à travers d'immenses baies vitrées créaient une atmosphère d'intimité et de beauté rustique. À la surprise de Sophie, Antoine avait réservé l'endroit entier pour eux. Une unique table attendait près de la fenêtre avec vue sur la cascade illuminée. « C'est trop », murmura-t-elle, submergée. « Je voulais de l'intimité », répondit-il avec simplicité. « Pas par honte, mais parce que ce que nous avons à nous dire est personnel. » Le maître d'hôtel les guida jusqu'à la table, servit du vin rouge dans des verres en cristal et se retira discrètement, après avoir expliqué que le chef avait préparé un menu spécial. Quand ils furent seuls, un silence expectatif s'installa entre eux. Tous les sujets sûrs, le jardin, les plantes, le projet, étaient délibérément exclus de cette soirée qui était, par accord tacite, à propos d'eux en tant que personne, non en tant que collaborateur. « Pourquoi maintenant ?» demanda finalement Sophie, décidant d'affronter directement la question qui la tourmentait depuis des jours. « Après plus d'un an de deuil, pourquoi moi? Est-ce parce que j'ai un lien avec Claire ?» Antoine tint son verre sans boire, contemplant le liquide écarlate comme s'il contenait des réponses. Au début, peut-être, admit-il avec une honnêteté à laquelle elle ne s'attendait pas. Quand j'ai trouvé cette première fleur sur sa tombe, quand je t'ai vu pour la première fois, il y avait quelque chose en toi qui me semblait familier, quelque chose qui me rappelait elle, mais pas physiquement. C'était plutôt une essence. Il prit une gorgée de vin avant de continuer. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tu étais complètement différent. Ta façon de travailler, ta vision du monde, ton histoire, tu es Sophie, pas un écho de Claire. Son regard intense et sincère rencontra le sien. Et c'est Sophie que je veux connaître ce soir. L'honnêteté de sa réponse la désarma. Elle s'attendait à des évasions, peut-être à un déni de tout lien avec sa défunte épouse. La vérité, complexe et nuancée, était beaucoup plus difficile à rejeter. « J'ai peur », confessa-t-elle à son tour, décidant que la sincérité méritait la sincérité, d'être une ombre, un substitut, de tomber amoureuse de quelqu'un qui verra toujours une autre personne quand il me regardera. Le mot « tomber amoureuse » flotta entre eux, un aveu qu'elle n'avait pas prévu faire si tôt, si directement. « L'amour n'est pas transférable, Sophie », répondit-il après un moment. « Ce que j'ai ressenti pour Claire était unique, impossible à reproduire. Et ce que je ressens pour toi, il s'interrompit, cherchant les mots justes. Ce que je ressens pour toi est en train de naître maintenant. C'est nouveau et différent. Ça ne rivalise pas avec le passé parce que ça ne le peut pas. Ce sont des univers séparés. Un serveur apparut avec les entrées, de petites œuvres d'art culinaire qui combinaient des ingrédients locaux avec des techniques françaises. Quand ils furent à nouveau seuls, la conversation dériva vers des sujets moins intenses, leurs enfances, leurs rêves abandonnés, les petites joies quotidiennes qu'ils avaient redécouvertes à travers le jardin. Au moment où le dessert arriva, Sophie avait l'impression d'avoir rencontré un Antoine complètement différent. Pas l'homme d'affaires implacable, pas le veuf tourmenté, mais un homme avec des passions et des vulnérabilités, avec un sens de l'humour étonnamment auto-ironique et une capacité d'écoute que peu lui auraient attribuée. « Sais-tu ce qu'Elisabeth m'a dit à ton sujet la première semaine » commenta-t-il alors qu'il partageait un dessert au chocolat avec des touches de piment, qu'elle devait te renvoyer immédiatement. Sophie haussa les sourcils, surprise. « Pourquoi ? Parce qu'elle voyait comment je te regardais » répondit-il avec un sourire timide. « Elle a dit que c'était trop tôt, que je n'étais pas prêt, que je ferais des erreurs. Et elle avait raison ?» demanda Sophie, soudainement sérieuse. Antoine considéra la question pendant un long moment. « Sur le fait que je n'étais pas prêt, oui, admit-il finalement. Sur le fait qu'elle devait te renvoyer, certainement pas. » Il fit une pause, son expression devenant plus grave. « Sophie, il y a autre chose que tu dois savoir sur Claire et ta mère. » Le cœur de Sophie fit un bond. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que sa tante ne lui aurait pas dit? « Le jour de l'accident, » continua Antoine, sa voix baissant à un murmure douloureux, « Claire allait te chercher. Le monde sembla s'arrêter un instant. »« Quoi ?» réussit à articuler Sophie, sentant qu'elle manquait d'air. « Elle avait retrouvé ta mère des années après avoir perdu contact. Elle a su qu'elle était décédée, mais que tu vivais avec ta tante. » expliqua-t-il. Chaque mot évidemment difficile. Elle ne me l'a pas dit immédiatement. Elle craignait ma réaction après la façon dont j'avais traité Marie. Il prit les mains de Sophie entre les siennes, un geste de soutien pour eux deux. Quand elle me l'a finalement dit, nous nous sommes disputés. C'était notre première grande dispute en des années. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle voulait te chercher, ce que tu signifiais pour elle. Sa voix se brisa légèrement. J'ai été égoïste, jaloux même d'une connexion avec quelqu'un que je ne connaissais même pas. Elle est partie furieuse de la maison. La route était mouillée par la pluie. Il n'eut pas besoin de terminer. Sophie connaissait le dénouement, un accident sur la route sinueuse qui reliait Saint-Germain aux communautés périphériques. La mort instantanée qui au moins avait évité la souffrance physique. Elle allait me voir, répéta-t-elle, essayant de traiter cette révélation. Si j'avais su, tu n'aurais rien pu faire.
l'interrompit-il avec douceur. Ni toi ni moi. Ce furent les circonstances, le destin, appelle-le comme tu veux. Quand l'as-tu su que j'étais cette personne qu'elle cherchait? Je ne l'ai su avec certitude que lorsque j'ai vu ton collier, lorsque tu as mentionné le nom de ta mère, répondit-il. Mais je crois qu'une partie de moi l'a intuité depuis le début. Peut-être est-ce pour cela que je me suis senti si attiré par toi, si fasciné par ta présence dans le cimetière. Ils restèrent en silence, chacun traitant ce que cette révélation signifiait. Était-ce le destin alors? Une cruelle ironie cosmique qui l'avait conduite au jardin de la femme qui était morte en essayant de la trouver? Je ne sais pas quoi faire de cette information, confessa finalement Sophie. Nous n'avons pas à en faire quoi que ce soit ce soir, répondit-il avec douceur. Je voulais juste que tu connaisses toute la vérité avant que tu ne décides s'il peut y avoir un nous. Le mot nous resta flottant entre eux, plein de possibilités et de complications. Le retour à la maison se déroula dans un silence contemplatif. Quand ils arrivèrent devant la modeste demeure de Sophie, Antoine arrêta le moteur, mais ne fit pas mine de sortir de la voiture, ni de lui dire au revoir. « Je n'attends pas une réponse maintenant, dit-il finalement. Prends le temps dont tu as besoin. » Sophie acquiesça, le remerciant silencieusement de ne pas la presser. Elle était sur le point d'ouvrir la portière quand une impulsion l'arrêta. Elle se tourna vers lui et, sans trop réfléchir, se pencha et déposa un doux baiser sur sa joue. « Merci pour le dîner, » murmura-t-elle, « et pour la vérité. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle sortit rapidement du véhicule et entra chez elle, le cœur battant sauvagement dans sa poitrine. Si vous voulez savoir quelle décision prendra Sophie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire. Pensez-vous qu'elle devrait donner une chance à cet amour compliqué ou s'éloigner avant qu'ils ne soient tous deux blessés? Racontez-moi depuis quelle ville vous suivez cette histoire d'amour et de destin. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Sophie. D'un côté, le travail au jardin botanique avançait à bon rythme, apportant la satisfaction de voir le rêve de Claire se matérialiser. De l'autre, chaque rencontre avec Antoine était chargée d'une nouvelle tension, une reconnaissance mutuelle que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ils n'avaient ici pas reparlé du dîner, ni des révélations partagées cette nuit-là. Ils maintenaient une cordialité professionnelle en présence des autres, mais leurs regards se cherchaient instinctivement à travers des pièces remplies de monde. Leurs mains se frôlaient accidentellement lors d'échanges de documents ou d'outils. Une semaine plus tard, alors que Sophie travaillait sur le catalogue de plantes pour le jardin botanique, Elisabeth entra dans son petit bureau improvisé dans la serre. « Tu as de la visite », annonça-t-elle avec une expression indéchiffrable. « Une dame âgée. Elle dit être ta tante. » Surprise, Sophie suivit Elisabeth jusqu'à l'entrée principale, où elle trouva tante Mathilde, observant émerveillée la demeure et les jardins. « Tante, que fais-tu ici? Tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète de cette visite inattendue. La vieille dame sourit, agitant une main pour dissiper ses inquiétudes. « Tout est parfait, ma petite. Je voulais juste voir de mes propres yeux ce fameux jardin dont tu parles tant, » répondit-elle. Mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il y avait d'autres raisons derrière sa visite. Elisabeth les laissa seules, avec une discrétion que Sophie apprécia silencieusement. Tandis qu'elle guidait sa tante le long des sentiers restaurés, lui montrant les nouvelles plantations et lui expliquant les plans futurs pour le jardin botanique, elle remarqua comment la vieille dame observait tout avec une expression nostalgique. « Je suis venue ici une fois, tu sais, » commenta tante Mathilde, alors qu'elle se reposait sur un banc sous un magnifique jacaranda. « Quand ta mère travaillait pour les Moreau, c'était différent alors, mais tout aussi beau. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Sophie. La vieille dame soupira, appuyant ses mains ridées sur sa canne. « Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites, ma petite. Certaines pour te protéger, d'autres parce que ta mère me l'avait fait promettre, répondit-elle avec regret. Mais maintenant, je crois que tu mérites de tout savoir. Sophie se tendit, se préparant à une autre révélation qui pourrait secouer les fondements de sa situation déjà compliquée. Claire n'était pas seulement amie avec ta mère, commença tante Mathilde, sa voix baissant à un murmure confidentiel. Elles étaient comme des sœurs, si unies que quand ta mère a su qu'elle était enceinte de toi, Claire a été la première à le savoir. Même avant ton père. Elle fit une pause, ses yeux fixés sur les fleurs qui bordèrent le sentier. Quand ton père vous a abandonné, c'est Claire qui a insisté pour que Marie vienne travailler ici. Mais ta mère était fière, elle ne voulait pas de charité. Elle a accepté le travail, mais à condition d'être traitée comme n'importe quel autre employé, continua-t-elle. Ce que nous ne savions pas, c'est que M. Moreau était jaloux de cette amitié. Il me l'a dit, murmura Sophie, qu'il a exigé qu'on renvoie ma mère. Tante Mathilde acquiesça lentement. Ce qu'il ne t'a probablement pas dit, c'est qu'après cela, Claire a continué à voir ta mère en secret. Elle lui apportait des médicaments quand elle est tombée malade, a payé pour des traitements que nous ne pouvions pas nous permettre. Ses yeux se remplirent de larmes. Quand Marie est morte, Claire a promis de prendre soin de toi. Mais à ce moment-là, tu vivais déjà avec moi et les circonstances étaient compliquées. Sophie traitait cette information, sentant que les pièces s'emboîtaient dans un puzzle dont elle ne pouvait pas encore discerner complètement l'image finale. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant, tante ?» demanda-t-elle finalement. La vieille dame prit ses mains entre les siennes,
son regard soudainement intense. « Parce qu'hier, M. Moreau est venu me voir. » Sophie la regarda bouche bée. Antoine avait rendu visite à sa tante, sans rien lui dire. « Il m'a parlé de ses sentiments pour toi, » continua tante Mathilde, sa voix mêlant étonnement et respect. « Il m'a demandé ma bénédiction, Sophie, comme s'il était ton père. » Le cœur de Sophie fit un bond si violent qu'elle craignit que sa tante puisse l'entendre. « Sa bénédiction pourquoi ?» réussit-elle à articuler. « Pour te courtiser formellement, » répondit la vieille dame avec un sourire. « Comme ça, avec ces mots anciens, un homme de sa position me parlant avec tant de respect, comme si mon opinion importait vraiment. » Sophie ne savait que dire. Antoine était allé demander la bénédiction de sa tante sans même avoir parlé avec elle d'abord de ses intentions. C'était démodé, présomptueux et pourtant étrangement touchant. « Et que lui as-tu dit ?» demanda-t-elle finalement. « Je lui ai dit que ma bénédiction n'importait pas, » répondit tante Mathilde avec un sourire malin, « que seul importait ce que tu ressentais, que s'il t'aimait vraiment, il devrait gagner ton cœur, pas mon approbation. » Sophie ne put s'empêcher de rire, imaginant la scène. Sa tante, dans sa simple robe à fleurs, assise dans son petit salon, donnant des leçons sur l'amour au puissant Antoine Moreau. « Je lui ai aussi dit autre chose, » ajouta la vieille dame, son expression devenant sérieuse, « que Claire serait heureuse de vous voir ensemble, que d'une certaine manière, cela compléterait un cercle qui a commencé il y a de nombreuses années, quand deux jeunes étudiantes en botanique se sont fait une promesse de prendre soin l'une de l'autre et de leurs êtres chers. » Un nœud se forma dans la gorge de Sophie. L'idée que sa relation avec Antoine puisse être, d'une certaine façon, l'aboutissement d'une promesse faite des décennies plus tôt entre sa mère et Claire donnait un sens presque mystique à ce qu'elle ressentait. « Je ne sais pas si je suis prête, tante, » confessa-t-elle dans un murmure. « Tout est si compliqué. »« L'amour l'est toujours, ma petite, » répondit la vieille dame avec sagesse. « Mais parfois, les complications sont précisément ce qui fait que ça en vaut la peine. » Quand tante Mathilde partit, emmenée par un chauffeur qu'Antoine avait envoyé spécialement pour elle, Sophie resta dans le jardin, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Le soleil commençait à se coucher, baignant les fleurs dans une lumière dorée qui transformait le paysage en quelque chose de presque onirique. C'est alors qu'elle le vit, marchant vers elle par le sentier principal. Il ne portait pas son habituel costume d'affaires, mais des vêtements décontractés, jeans et une simple chemise bleue qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Il semblait nerveux, presque vulnérable, si différent de l'homme d'affaires puissant que le monde connaissait. « Ta tante est une femme impressionnante, » dit-il quand il arriva près d'elle. « Elle m'a rappelé qu'il y a des choses que l'argent et le pouvoir ne peuvent pas acheter, comme le respect ou l'amour véritable. » Sophie le regarda en silence, ressentant un mélange d'émotions si intense qu'elle ne pouvait pas toutes les nommer. « Pourquoi es-tu allé la voir ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je voulais faire les choses correctement, » répondit-il avec simplicité. « Parce qu'elle est ta famille, la personne qui a pris soin de toi. Elle méritait mon respect. » Il fit un pas de plus vers elle, suffisamment proche pour que Sophie puisse percevoir son parfum, un mélange d'après-rasage coûteux et quelque chose de plus basique, plus élémentaire qui était simplement lui. « Je voulais aussi savoir si elle approuverait, » continua-t-il, sa voix baissant à un ton plus intime. « Si elle croyait que Claire l'aurait fait. » Sophie sentit que son cœur s'accélérait. « Et que t'a-t-elle dit ?» Un sourire doux, presque timide, transforma le visage d'Antoine. « Elle m'a dit que Claire avait probablement tout planifié depuis le début, » répondit-il, « que c'était peut-être son plan quand elle allait te chercher ce jour-là, nous réunir d'une certaine façon. L'idée était à la fois troublante et belle. Se pourrait-il que Claire, les connaissant bien tous les deux, ait vu une possibilité qu'il ne pouvait pas imaginer alors? Ça semble un peu manipulateur pour quelqu'un d'aussi direct que Claire, commenta Sophie, essayant d'alléger le moment avec humour. Antoine rit doucement, et le son enveloppa Sophie comme une caresse. Direct en tout sauf en amour, répondit-il. Là, elle était aussi romantique et compliquée que n'importe qui. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment, les mots non dits flottant entre eux comme du pollen dans l'air printanier. « Que veux-tu, Antoine ?» demanda finalement Sophie, ayant besoin de clarté, de certitude. « Toi !» répondit-il sans hésiter. « Pas comme un remplacement de Claire, pas comme un lien avec le passé. Toi, Sophie Dubois, avec ton entêtement et ton talent et ta façon de voir la beauté là où d'autres ne voient que mauvaises herbes. » Il fit un autre pas vers elle, éliminant presque complètement la distance entre eux. « Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a de l'histoire, des souvenirs, des fantômes entre nous, » continua-t-il. « Mais je sais aussi que quand je te regarde, je vois mon avenir, pas mon passé. » Sophie sentait qu'elle manquait d'air. Chaque mot qu'il prononçait résonnait avec une vérité qu'elle avait essayé de nier. « J'ai peur, » confessa-t-elle finalement, « de t'aimer et de te perdre. Qu'un jour tu te réveilles et te rendes compte que je ne suis qu'une consolation, une façon de rester connecté à elle. » Antoine prit son visage entre ses mains
avec une tendresse qui démentait son apparence dure habituelle. « Claire sera toujours dans mon cœur, dit-il d'une voix rauque par l'émotion, comme ta mère sera toujours dans le tien. Mais le cœur est infini, Sophie. Il a de la place pour de nouveaux amours, qui ne diminue pas les précédents. » Et alors, avec la lumière du crépuscule les baignant d'or, avec le parfum des fleurs qu'ils avaient tous deux aidés à faire revivre les entourants, Antoine se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque révérencieux, une question plus qu'une demande. Sophie sentit que quelque chose en elle se brisait et se recomposait simultanément, comme une graine qui s'ouvre pour donner naissance à une nouvelle vie. Quand ils se séparèrent, elle vit dans ses yeux bleus le même mélange d'émerveillement et de certitude qu'elle savait que les siens reflétaient. « Construisons quelque chose de nouveau, » murmura-t-il, leurs fronts se touchant encore. « Quelque chose qui honore le passé mais ne vit pas dedans. Quelque chose à nous. » À ce moment, entourée par le jardin qui avait été le rêve de Claire, le projet qui avait uni leur chemin, Sophie prit sa décision. Elle entrelaça ses doigts avec ceux d'Antoine et avec un sourire qui contenait des promesses et des possibilités, répondit « Quelque chose qui fleurira en son temps, comme toutes les belles choses. » Et ainsi, là où une simple fleur sauvage avait été déposée dans un acte de compassion anonyme, fleurissait maintenant quelque chose de beaucoup plus rare et précieux, un amour né de la perte, cultivé dans le deuil, mais destiné à croître vers la lumière. Le jardin botanique Claire Moreau ouvrit ses portes au public 6 mois plus tard, devenu un espace de beauté, d'apprentissage et de renouveau pour toute la communauté de Saint-Germain-en-Laye. Et en son cœur, une petite serre abritait les espèces les plus rares et délicates, entretenues par 2 personnes qui avaient trouvé dans le jardinage non seulement une passion partagée, mais une métaphore de leur propre histoire, que même dans la terre la plus douloureuse, la vie trouve des moyens de fleurir à nouveau. Si vous avez aimé cette histoire d'amour et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de la partager. De quelle ville ou de quel pays nous lisez-vous? Racontez-moi dans les commentaires quelle histoire vous aimeriez que je vous raconte prochainement. Votre opinion est importante pour continuer à créer du contenu qui vous émeut.